et lundi en direct. Aujourd'hui, on sera ensemble jusqu'à 16h30 avec plusieurs invités. Vous le savez déjà, aujourd'hui, c'est la journée nationale du Shahid et bien sûr, elle est célébrée chaque 18 février. Et c'est une sorte, bien sûr, de commémoration annuelle en hommage aux milliers d'Algériens qui ont donc sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. Nous, on en parlera, vous allez voir, de différentes manières. On marquera cette date à travers des films, justement, qui s'intéressent à l'histoire de l'Algérie. Et on aura la chance de parler aujourd'hui de deux films. Ce sera en deuxième partie d'émission. Tout d'abord, d'un film qui est très attendu. Il a été tourné, on a reçu la semaine dernière, rappelez-vous, deux comédiens. D'ailleurs, le comédien qui joue le rôle principal de Ben Wisted, il était avec nous. Et bien aujourd'hui, on aura la chance de recevoir le réalisateur, monsieur Rachid Benhadj, qui sera donc avec nous pour nous parler donc de ce film ô combien attendu par le public algérien. Ça, ce sera tout à l'heure. On parlera d'un autre film qui, lui, a obtenu un prix. Vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit du court-métrage Zahrat al-Sahara, Desert Rose, de Oussama Ben Hassine. Donc, c'est récent, hein. Il a obtenu donc... Il a eu le prix du jury dans la catégorie court-métrage de fiction 13e Festival du cinéma africain. Ça s'est passé à Luxor, donc en Égypte. Il a été produit en 2023, il faut le rappeler, dans le cadre du 60e donc de l'indépendance par le Centre algérien pour le développement du cinéma, le CADC. Et justement, nous aurons le plaisir de recevoir l'un des comédiens de ce court-métrage qui est... j'adore ce comédien. D'ailleurs, je voulais l'inviter déjà l'année dernière et ce n'était pas possible. Rappelez-vous, si vous avez suivi la petite série de Karim Moussaoui, Ain el-Jannah, le fameux Slimane avec la comédienne Hajla, et ben, il sera avec nous tout à l'heure pour nous parler donc de ce court métrage, puis une petite surprise également, je ne vous dévoile pas tout. Voilà, et puis Hicham bien sûr Daou sera avec nous pour sa chronique El Marsam aujourd'hui. Il nous parlera alors de Zana. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi, une région, c'est ça, hein? Eh ben, grand point d'interrogation, Hicham il va toujours en profondeur lorsqu'il s'agit d'histoire et de patrimoine algérien et on découvrira tout cela avec lui dans quelques instants. Et bien sûr, nous commencerons l'émission avec un artiste peintre. Et quel artiste peintre? Alors lui, des expositions, il en a fait quand même pas mal, hein, en Algérie, à l'étranger. Je pourrais citer plein de pays, hein, la Tunisie, la Turquie, la Serbie, l'Italie, la France, l'Inde. Et en ce moment, vous pouvez aller voir son exposition qui a un titre très poétique, Le bâtisseur de rêves. Aujourd'hui, il va nous permettre de rêver, monsieur Chafa Ouzani, qui est avec nous pour nous parler donc de cette exposition qui va durer jusqu'au 29 février. Une quarantaine de toiles bien exposées et qui vont certainement vous frapper. On en parlera dans quelques instants, il est déjà installé. Merci d'être là, merci Hicham. La deuxième partie cinéma, ce sera tout à l'heure. Mais on va commencer bien sûr toujours avec cette pensée pour nos frères palestiniens. On ne les oublie pas aucun jour. Et vous allez voir, pendant Ramadan aussi, on va beaucoup parler de la Palestine, Inch'Allah. Et j'ai choisi pour vous, je suis tombée sur
Ah oui, en plus elle est jeune, elle est palestinienne et c'est vrai qu'elle parle de l'histoire. C'est des codes, hein, c'est des codes et il faut savoir les déchiffrer. Ouais. Quand on est palestinien, c'est très facile de déchiffrer ces codes qui ont un rapport direct avec l'occupation, avec la résistance, ouais. Bien sûr, la résistance à cette occupation et justement le code qu'il y avait entre les femmes et les prisonniers, oui, n'est-ce pas? Les prisonniers et aussi les résistants dans les montagnes, enfin dans les différents maquis ou endroits pour combattre justement cette entité sioniste. Exactement. Voilà, donc toujours pour vous dire que la Palestine est dans le cœur et vous allez le voir tout à l'heure de quelle manière aussi hein, cette Palestine avec l'Algérie, je ne vous en dis pas plus, tout à l'heure vous découvrirez de quoi il s'agit. Allez, il est temps donc d'accueillir notre premier invité, Shafa Ouzani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ça va? Merci pour votre invitation. C'est un plaisir, depuis le temps qu'on devait faire une émission ensemble, ça ne s'est pas fait, ça fait très longtemps. Pas fait, oui. Alors, vous êtes venu avec une belle exposition, Le bâtisseur de rêves. Oui. Waouh! Pourquoi le mot rêve? Vous êtes un rêveur vous-même? Le rêve, je crois que c'est un petit peu notre monde. C'est le but même. Oui. Si on est là, je pense que c'est pour surtout apporter une part de rêve. J'avais regardé un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Ma meilleure ennemie, avec Julia Roberts et Suzanne Sarandon. Et elle avait un cancer et donc elle devait mourir, elle allait mourir. Et je me rappelle d'une phrase qui m'avait marquée dans ce film où elle disait à son fils, il lui restait quelques jours pour vivre, elle lui disait « on va se rencontrer dans nos rêves ». Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. À quel point le rêve est important, même dans le cinéma. Bien sûr qu'il est très important parce que ça nous permet un petit peu dans cette vie qui est très souvent difficile. Ouais. Vous parliez à l'instant de Palestine. Oui. On sait ce qui se passe là-bas et ça nous fait très mal à nous tous qui savons qu'il y a une injustice terrible qui est en train de se dérouler sous les yeux du monde entier. Alors j'ai un ami, j'étais avec lui en Inde, on était ensemble dans, votre dernière exposition. D'artiste, effectivement, il était avec nous, il vit à Gaza, il vit sa vie à Gaza. Et donc actuellement avec ce conflit-là, donc il est de déménagement, il se trouve actuellement à Rafah. Et ils partagent régulièrement, en dépit de leur situation, donc des croquis qu'il fait. Lui, il travaille toujours en noir et blanc. D'accord. Même déjà quand on était en Inde, tous ces croquis étaient en noir et blanc. C'est par rapport au fait qu'il a tellement vu d'épisodes noirs dans sa vie qu'il s'est mis à dessiner en noir. Mais toujours est-il que ces dessins qu'il partage, en dépit de la situation, ça apporte toujours une part de rêve. De rêve. Parce qu'on espère toujours dans la vie qu'il y ait un aboutissement heureux. Et nous, dans le travail qu'on fait en tant qu'artiste, on essaie d'apporter cette part de rêve justement, qui fasse que quand un observateur est là, qu'il vienne, qu'il puisse se créer un monde à lui, un monde onirique, un monde fait de sensations, fait d'impressions, fait d'émotions, fait de toutes ces choses-là. Alors vous-même, vous dites, parce qu'il faut savoir que vous êtes architecte à la base, et vous avez dit une fois, je fais de la peinture pour me détacher de l'architecture. Dans la peinture, il y a plus de liberté, de créativité, et dans l'architecture, il faut être vraiment très minutieux, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc ça vous permet aussi d'être architecte, mais vous oubliez des fois ça pour vous concentrer sur la peinture. Oui, exactement. C'est une sorte d'évasion. Parce que l'architecture, elle est soumise... c'est un très bon métier, l'architecture. Oui. C'est un art, tout d'abord. C'est le premier des arts dans le classement des arts. Toujours est-il que c'est un art qui est soumis à beaucoup de contraintes, qu'elles soient bureaucratiques, qu'elles soient administratives, qu'elles soient liées à un certain nombre de choses, au fonctionnement, au budget du projet, à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de garde-fous. Autrement dit, on est dans sa créativité et on est plus ou moins limité. Alors qu'en peinture, nous avons cet espace blanc, cet espace de la toile, qu'on appelle l'espace de la toile, qui permet toute... disons, j'allais dire, toutes les libertés, toutes les extravagances, on peut aller au-delà de nos rêves. Et vous dites même que dans vos œuvres, il y a de l'ordre et il y a du désordre en même temps. Oui, il y a cette dualité, il y a ces contrastes. Ordre, désordre, éphémère, et puis infini, sombre, éclair. C'est tous ces contrastes
qui tous mis ensemble apportent justement une richesse à l'œuvre en elle-même. Très bien. Alors on va voir l'affiche, si vous le permettez, une très très belle affiche où on vous voit donc voilà avec votre tableau, votre toile, habillé tout en blanc. C'est très clair, c'est très net. L'affiche que vous nous proposez du blanc, elle est belle. Donc on rappelle que l'exposition c'est du 15, ça a commencé donc le 15. Le vernissage s'est très très bien passé. Il y a eu quand même pas mal d'artistes qui sont venus, de journalistes. Ça va durer jusqu'au 29. Oui, 29 parce que cette année il y a 29 jours. Mois de février, il y a 29 jours. Et donc voilà, il y a eu du monde. Ça va, ça s'est bien passé Oui, ça s'est super bien passé. Franchement, on était contents. Il y avait une belle ambiance, une ambiance chaleureuse. Donc il y avait du débat, il y avait de la discussion, il y avait des artistes, il y avait des gens, des amoureux de l'art, tout ça, c'est des moments. Un vernissage, c'est toujours un moment de convivialité, un moment de partage, parce que c'est un aboutissement. Oui, et ça discute. Parce que c'est un aboutissement, parce qu'au départ, il y a un travail de l'artiste, et puis un travail d'équipe entre l'artiste et la galeriste pour préparer tout ça. Et puis au final, donc, il y a cette rencontre-là qui essaie de... C'est l'aboutissement pour essayer justement de partager, de voir la vie des autres. Parce que tout ce que je fais, moi ou les autres artistes... Oui, mais après, quand vous exposez, l'œuvre ne vous appartient plus. Hein. On a le droit de l'interpréter comme on veut. C'est pour ça qu'il nous importe beaucoup de voir justement le regard de l'autre. Le regard de l'autre à travers... Très bien. Donc on a pas mal de photos, bien sûr, qu'on va voir défiler. Anis, le script, ah oui, c'est Anis Benkassi qui est de service aujourd'hui. Ravi que tu reviennes à la maison. Donc il y a pas mal de toiles. Alors vous pouvez peigner sur grand format, moyen format, comment ça se passe? Parce que là, il y a de tout. Comme vous voyez sur l'image, donc il y a des grands formats. Il y a des moyens formats. Je travaille rarement sur des petits formats, mais ces derniers temps, effectivement, je me suis mis un petit peu au format plus petit. Et ça donne quelque chose de bien. J'aime bien ça. C'est différent. C'est vrai qu'on a plus de liberté, disons, j'allais dire, on s'éclate plus quand on est sur un grand format. Surtout quand on est dans un style qui se rapproche de l'abstraction. Mais un petit format, c'est un format compact c'est comme, disons, un concentré d'émotions chromatiques. Voilà. Alors, vous travaillez entre l'abstrait et le semi-figuratif, c'est ça? Il y a les deux. On peut parler de semi-figuratif, de semi-abstrait. En fait, moi, j'ai un penchant prononcé pour l'abstraction depuis un certain nombre d'années. Je n'avais pas commencé comme ça. J'ai un style évolutif qui a évolué au fil des années en fonction des besoins que j'avais à chaque fois. Pour, à un moment donné, donc, me retrouver dans ce style qui est l'abstraction, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement parce qu'il permet justement toutes les libertés et toutes, voilà, donc un partage d'émotions lié uniquement, sans qu'il y ait des contraintes, des difficultés liées à la représentation. Autrement dit, là, je ne suis pas dans la représentation d'une réalité, mais je suis dans une vision de la réalité qui est différente. Donc on est toujours dans le rêve, quoi. Toujours dans le rêve est toujours là. Mais après, donc, au-delà de cette abstraction, j'ai des éléments, parfois c'est un petit peu à mon corps défendant que j'aime qu'il y ait une représentation d'éléments de mon subconscient, de notre mémoire, de ma mémoire individuelle. La maison qui revient souvent. La maison qui est aussi une fondation de notre mémoire collective. La maison en tant qu'élément pérenne de notre vie qui abrite... D'ailleurs, vous leur avez donné des titres, maison. Oui, on trouve souvent des maisons confidentes, des maisons paisibles, maisons volage. Voilà. Maison dans la brume, maison dansante, Médina. C'est le côté architecte peut-être qui rentre en jeu. Tout à l'heure, il y a l'architecte qui est là, mais je pense que ce n'est pas uniquement ça. La maison, c'est beaucoup plus un élément nostalgique. Un élément nostalgique qui me ramène à ma prime enfance, à ma toute petite enfance, où j'ai longtemps gambadé dans les ruelles des villages de Kabylie, qui pour la plupart ont aujourd'hui, je ne dirais pas disparus, mais qui sont délabrés, qui sont en état de désolation malheureusement, parce qu'ils ont été envahis par le béton et par... Voilà, là on voit par exemple l'une de vos toiles, c'est magnifique, hein, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on sent que c'est du niveau, quoi. Là je me rapproche un petit peu vers un style plus ou moins épuré, où je vais vers, vous voyez, cette toile par exemple, ça symbolise un petit peu ce mariage entre l'abstraction et la semi-abstraction, parce qu'il suffit d'enlever la partie graphisme qui est au-dessus, et ça devient une toile tout à fait abstraite qui peut avoir une signification autre. En fait, vous avez du 2 en 1 dans vos toiles.
Oui. C'est ça. On a cette chance de voir finalement 2 œuvres dans une seule. Si on regarde bien. On peut dire ça comme. Moi, j'adore le graphisme. J'aime le dessin. J'aime le dessin. C'est l'une des choses qui a fait que je fasse de l'architecture. Parce que j'avais hésité entre l'architecture et les beaux-arts. Mais j'aime beaucoup le graphisme et le dessin. Et ce graphisme, j'essaie à ma façon de le mettre sur les œuvres. Sur mes œuvres. Ouais. Donc, c'est ça, on dirait ça apporte un plus, ça apporte un enrichissement. Ouais, et on dirait 2 œuvres superposées, l'une sur l'autre. Donc, je travaille beaucoup sur la superposition, sur les transparences, sur les... D'accord. Oui. Et alors, justement, quand on voit par exemple ce tableau ou d'autres qui sont aussi passés, parce qu'il y en a plusieurs qui sont passés quand on était en train de parler, on sent l'influence Mohamed Khedda, par exemple, parce que je sais que c'est l'un des artistes, en tout cas en Algérie, qui vous a beaucoup influencé. Et puis, on a d'autres étrangers que je vous laisse le soin de citer. Mais moi, je sais que pour Mohamed Khedda, c'est quelqu'un qui vous a quand même influencé. Mohamed Khedda, c'est un précurseur, un pionnier, qui a apporté une œuvre magnifique, donc qui nous a laissé une œuvre magnifique, et qui a été effectivement un pionnier de l'abstraction pure. Oui. Bon, lui, Khedda ne parlait pas d'abstraction. Il n'aimait pas ce terme. Khedda parlait de peinture non figurative. Oui. C'est-à-dire qu'il n'était pas figurative. Pourquoi il disait que l'abstraction n'existe pas? Parce que, en fait, tout ce qu'il représentait pouvait faire partie d'une certaine réalité. Lui, il était, par exemple, très influencé par des choses comme un olivier. Oui. Il a beaucoup d'œuvres qu'il intitule Olivier. Alors, quand tu regardes son œuvre, donc a priori, tu ne vois rien, alors que quand tu regardes de près, tu peux trouver les rainures, les rides et tout ça qui façonnent le tronc d'un olivier. C'est comme un détail que tu prends comme ça et que quand tu le jettes sur la toile, ça te donne un effet abstrait. Donc toutes les choses qu'on dit abstraites se trouvent en fait dans la nature. Ouais, c'est comme les petits dessins qu'on trouve sur les ailes d'un papillon, c'est comme les formes géométriques qu'on trouve sur la carapace d'une tortue par exemple. Dans le détail, quand on zoome, c'est de l'abstraction, alors que c'est des formes, disons, on peut appeler ça non figuratives. Mais là, j'ai dérivé un petit peu du sujet. Mais effectivement, Khedda m'a beaucoup influencé par la force de ses compositions. Il a une œuvre qui est très attirante, qui est très attachante. Et vous parliez aussi de peintres qui m'ont influencé avant ça. Parce que ceux qui, au début du siècle, ont marqué un petit peu, ça veut dire à un moment donné, il fallait sortir du réalisme, parce qu'il y avait l'apport de l'appareil photo qui est venu, de la photographie d'une façon générale, parce qu'avant c'était une peinture réaliste. Et les meilleurs peintres, c'était les peintres qui représentaient le plus fidèlement possible la réalité. C'était les meilleurs peintres. Et à un moment donné, il y a une machine qui arrive et qui représente. Tu as beau avoir du génie, mais tu ne peux pas représenter aussi bien que cet appareil photographique. Il fallait donc aller vers un mode d'expression qui transcende cette figuration. Donc, qui va au-delà, qui va vers une recherche de ce qui est en nous, de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est comme ça que les mouvements d'avant-garde, les mouvements picturaux sont venus au fur et à mesure en fonction des besoins inhérents à l'individu. Très bien. Et que les artistes ont su, par la suite, transcender à travers des discours parfois très cohérents. Parfois, c'est pas une science exacte. D'accord. Ça vous arrive d'animer comme ça des conférences parce que vous parlez bien du sujet, hein. Ça se voit que vous le maîtrisez très très bien entre l'architecture et la peinture. Donc j'ai fait beaucoup plus 10 ans. J'ai participé beaucoup plus à des workshops, à des ateliers, à des résidences d'artistes. Voilà. J'ai présenté, ça m'est arrivé assez souvent de présenter comme ça mon travail, mais je ne suis pas conférencier, disons. Vous devriez d'ailleurs. Je préfère me consacrer à mon travail. Vous devriez. Et puis j'aimerais revenir quand même, parce qu'on a vu un tableau où il y avait la main, ces symboles que vous utilisez beaucoup dans vos peintures. On pourrait citer par exemple le croissant, la main, le poisson aussi, le cercle. Ce sont des symboles qui reviennent souvent. En fait, ce n'est pas la main, c'est la khamsa. La khamsa, oui. La khamsa, c'est comme, je représente aussi le poisson qui ont quelque part la même signification. La khamsa, c'est la main aussi. Hein. C'est la main, oui. La khamsa, c'est la main. C'est la main, on peut prendre ça comme ça. La khamsa avec... Mais on le voit, la khamsa avec l'œil. La khamsa, je la représente comme élément de notre patrimoine aussi. Oui. Parce que je me rappelle déjà, dans la maison de ma grand-mère, dans un village qui s'appelait Tifra, il y avait un cadre qui était accroché comme ça, où il y avait la khamsa avec un serpent qui faisait... C'est une image qui m'avait marqué. Et puis la khamsa, c'est comme le poisson que j'avais aperçu dans les maisons troglodytes du Grand Sud tunisien. Et tout, j'ai compris que ça avait aussi la même signification que la khamsa, ça apporte une part de protection, de bénédiction, disons.
Mais ça reste toujours des croyances. Mais des croyances qui ont leur poids dans l'imaginaire populaire et tout. Ouais. Donc c'est bien de perpétuer ces choses-là, de les garder, de les préserver. Ça devient chaque coup de dessin, de peinture, de crayon, devient un acte de préservation. C'est aussi comme une signature. Et pour revenir au croissant de lune, à l'astre aussi, là aussi c'est des éléments pérennes de notre environnement qui sont là pour dire qu'au-delà du fait que, ou plutôt en dépit du fait que nous soyons là en tant qu'humains, ça veut dire très tout petits comme des grains de sable dans l'univers. Nous sommes dans une planète qui nous paraît immense et tout, mais qui, en fait, en elle-même, y compris cette planète immense, n'est qu'un point aussi dans l'univers. Donc, il faut savoir rester humble, j'aurais pu appeler cette exposition J'aime bien ce que éloge. vous venez de dire. Je vais l'insister sur ça, il faut savoir rester humble. C'est très important. J'aurais pu intituler cette exposition éloge à l'humilité. J'aime bien l'humilité en tant que... Trait de caractère. Trait de caractère, oui, parce que c'est important. Oui, c'est très important et tout cela, on va le retrouver bien sûr dans vos peintures. Vous avez été quand même généreux, hein, il y a à peu près 40 toiles, c'est ça? Un peu plus, disons, je dirais 44. 44, donc on va dire une quarantaine, un peu plus de toiles qui sont bien accrochées. C'est une galerie que finalement vous aimez beaucoup parce que vous exposez souvent dans cette galerie, la galerie Aïda, qui se trouve à Sherega, donc ça va. Je suis, en fait c'est la première fois que je fais une expo individuelle à la galerie Aïda. D'habitude c'est collective. Collective, oui, je suis artiste de la galerie depuis quelques années déjà. Je suis avec des artistes que j'aime beaucoup. On est peut-être une dizaine, peut-être moins, je ne sais pas exactement. Donc avec Hafian, avec Krour, avec Tounsi, vraiment, ils ont du talent. La ils sont bande talentueux. de copains. Oui, ils sont très bien. Donc on a exposé ensemble déjà l'année passée. On a participé à un événement qu'on a appelé Au-delà du seuil, parce que ce n'était pas dans la galerie. On a exposé ailleurs, c'est dans la ville de Béjaïa. Et puis on a également fait une exposition qu'on a appelée Trésor immortel. Donc on a exposé à 4. Moi, Krour, Hafian. Et voilà. Et le quatrième. Et vous, le quatrième. Et là, c'est votre exposition tout seul. C'était aussi une belle expo. Et là, donc, c'est une expo individuelle qui devait se tenir avant. Puis qu'on a dû reporter pour causes diverses, à cause parfois de mes déplacements, à cause d'événements. Et puis il y a eu le Covid, il ne faut pas oublier aussi, qui nous a vraiment perturbés dans notre programmation. En tout cas, l'exposition est visible donc jusqu'au 29 février, ça va, plusieurs jours. Vous pouvez y aller tous les jours. Vous êtes sur place ou non? Pas tous les jours, parce que en fait, moi je ne réside pas à Alger, je réside à Béjaïa, donc je suis là ces jours-ci. Oui, ces jours-ci je suis là. Donc, heureusement, c'est l'avantage quand on est dans une galerie privée. Donc, il y a une galeriste qui est là, qui connaît, avec les années, avec le temps, elle connaît bien ma démarche, elle connaît mon style. Donc, elle peut, à la limite, donner un aperçu sur mon travail aussi. Très bien. Donc, je le rappelle, le bâtisseur de rêves, c'est l'intitulé de l'exposition, bien sûr, de Shafa Ouzani qui est avec nous aujourd'hui. C'est à la galerie Aïda, donc à Sherega, et vous pouvez y aller jusqu'au 29 février. Voilà, pour admirer donc toutes ces toiles. On vous a montré un bel aperçu depuis tout à l'heure au niveau de la régie. Et bon, il n'y a pas mieux que de voir la toile en face. Vous avez à côté de vous oui, il y a un catalogue. Un catalogue. Vous pouvez le montrer en face de la caméra qui est en face de vous, voilà, on peut voir. Il y a même le catalogue qui suit. Non, ne le bougez pas, mettez-le au milieu, comme ça on peut, voilà. Et à l'intérieur, il y a vos œuvres, donc ce catalogue... Oui, il n'y a pas toutes, mais il y a un échantillonnage, un bon échantillon d'œuvres qui sont là. Qu'on pourra récupérer au niveau de la galerie? Oui, au niveau de la galerie. D'accord. Voilà, on a toutes les œuvres. On va un travail bien soigné. Donc bravo, ça c'est le travail de la galeriste. C'est le travail de la galeriste. Et on la salue. Voilà, on salue Madame Tiar Souad, voilà, qui a fait un très très beau travail de promotion. Et on regarde l'affiche. Donc le bâtisseur de rêves de Shafa Ouzani, très très belle affiche. On sent le professionnel, on sent l'architecte et on sent l'intellectuel. Et ça, franchement, bravo de porter ces 3 casquettes. Merci beaucoup. Hein. Vous restez avec nous parce que tout de suite, on va passer au tourisme avec bien sûr Hicham Daou qui certainement va nous parler d'un sujet qui va certainement vous-même vous parler en tant qu'architecte, n'est-ce pas? On y va tout de suite dans la chronique El Marsam. Alors, Hicham, Zana.
Zana. Ça donne une impression d'être zen, la zen attitude. Le rêve, la zen attitude. La zen attitude. Par contre, là, Zana, c'est carrément une autre signification. Lilia, nous partons dans la région de Betna, à 480 km à l'est du pays. Betna, la capitale des Aurès. Quand on parle de Betna, on parle des sites antiques, on parle de Medrasen et on parle du Pompéi de l'Afrique du Nord, qui est Timgad. Mais le circuit de l'Est ou de l'Ouest, chaque 100 km, 50 km, on trouve des vestiges de l'époque phénicienne, romaine, ça veut dire toutes les civilisations qui ont convergé par l'Algérie, ce qui donne une richesse extraordinaire pour les archéologues et pour les amateurs du tourisme culturel. Notre découverte aujourd'hui, Lydia, c'est par rapport à la médiatisation ou à la célébrité des sites connus à Betna. Par exemple, quand on dit Betna, on dit le mausolée royal de Medrasen qui date 3 siècles avant notre ère, dit le mausolée aussi d'une famille royale des ancêtres de Massinissa, voire une famille de Massinissa, et aussi Timgad qui remonte à l'époque romaine de Trajan. Par contre, à l'entrée de Betna, à 30-40 km avant le chef-lieu de la wilaya de Betna, il y a un site magnifique, mais qui est méconnu. Il suffit juste de prendre un tournant du côté de Zen al-Baïda, c'est la commune où se trouve notre site d'aujourd'hui. On trouve un site magnifique, un site romain, et avec des vestiges à l'intérieur, là au milieu d'une nature juste extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est dans la limite des monts des Aurès. Il y a une magnifique aussi forêt qui est derrière, c'est la forêt de Shla'la, vers la route de Marwana. Et ce site qui est appelé Zana, c'est l'antique Diana Veteranorum. Donc Diana, c'est le nom d'une femme, bien sûr, de l'époque romaine, mais on n'a pas trouvé beaucoup de signification par rapport... Veteranorum, ça veut dire ça parle des vétérans, ça parle des sites et des colonies des anciens vétérans. Il faut savoir, Lydia, que les Romains sont venus pour envahir l'Afrique du Nord, mais après un certain temps, c'est les Romains qui sont devenus numides. Et là, ça fait toute la philosophie de cette occupation romaine qui a duré presque 5 siècles, mais c'est les Romains qui ont carrément devenu presque autochtones, presque amazirs. Pourquoi ? Ils ont partagé presque tout avec les autochtones. Et les Algériens avaient le droit d'obtenir la citoyenneté romaine. Pourquoi ? Par rapport à leur caractère de liberté. Et à chaque fois, une colonie romaine, on trouve des fortifications parce que tôt ou tard, les occupants ou les Algériens reprenaient leurs droits et leur liberté. Donc c'est un petit voyage dans le temps. On y va tout de suite. Il est court, hein, votre voyage, mais bon, j'aurais aimé qu'il soit plus long, mais c'est pas grave. Des fois, ce qui est le plus court est le plus efficace, n'est-ce pas ? C'est un avant-goût pour aller sillonner ces territoires et pourquoi pas aller vers le tracé des anciens numides à travers les villes romaines, voire aussi les villes numides. On peut citer Tezult, ou l'antique Lambésis, Timgad, Zana, Medrasen et plein d'autres villes. Allez, on va découvrir ce voyage que nous propose aujourd'hui Hicham Daou, et ça se passe bien sûr en Algérie, toujours en Algérie, et on revient juste après pour en parler. L'Algérie, tout au long d'une histoire riche et mouvementée, se révèle le réceptacle de bien des civilisations. Toutes gravent leur sceau dans le paysage et dans la culture autochtone. Timgad, Djmila, Ipon, Mador, des villes entières dans un état de conservation inouï qui offre à l'archéologue une riche source d'informations diversifiées. Au-delà de ces villes antiques connues chez le grand public, d'autres viennent s'ajouter à cette carte archéologique. Zana al-Baïda est une commune de la wilaya de Betna. À l'intérieur de cette commune se trouve une cité antique. Zana, dont le nom latin est Diana Veteranorum. Une importante inscription a été retrouvée en 1956. Il s'agit du cursus de Valerius Maximianus, général de Marc Aurèle. Restent aujourd'hui 2 arcs de triomphe, ainsi que les restes d'un temple et du forum. Ce magnifique site figure aujourd'hui dans la liste du patrimoine national protégé.
Diana Veteranorum Uzana est située dans la province de Numidie, à 40 km au nord-ouest du camp légionnaire de Lambésis, aujourd'hui Tezult. Bien que la lumière soit mise sur les grandes cités antiques, il suffit de prolonger son regard sur les terres d'Algérie pour découvrir chaque jour de nouvelles surprises. Waouh, ça c'est juste magnifique et ça se trouve chez nous en Algérie. Ça vous parle ça en tant qu'architecte? Énormément, beaucoup. Nous avons un pays magnifique, franchement. Voilà. Et vous vous intéressez, j'imagine, en tant qu'architecte aussi au patrimoine, aux vestiges de l'Algérie. J'imagine que bien sûr, vous êtes obligé de connaître un petit peu tout ce qui se passe. Déjà dans nos études d'architecture, on a été à Timcad, on a fait des croquis, beaucoup de croquis de ces régions-là, de ces zones-là. Très bien. Mais Zana, vous connaissez Zana? Zana, pas vraiment justement. J'étais à Timcad, voilà. Et comme quoi, des fois, on ne fait pas attention, des choses qui sont juste à côté. Oui, parce que on ne met pas en avant, on ne les valorise pas suffisamment. Alors que j'ai vu sous d'autres cieux, ils peuvent avoir, je ne sais pas, une petite fontaine, ils en font toute une histoire dessus, et puis il y a des touristes avec des guides. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Hicham? Chez nous, je pense qu'il faut les valoriser beaucoup plus, ça mérite ça mérite que... Est-ce que ce site n'est pas assez mis en valeur? Oui, ce site n'est pas vraiment connu, et l'avantage qu'il y a en Algérie, c'est-à-dire c'est des sites antiques protégés par les villageois. Il y a un site qui a été découvert aussi dans, je pense, les années 90, qui s'appelle le Qsr Fatma, dans la wilaya de Taraf, dans les frontières algéro-tunisiennes. Et ce site est protégé par les villageois. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui peut, c'est pas n'importe qui peut accéder à ce site. Et du coup, en matière d'archéologie, les archéologues préfèrent que ces sites restent méconnus, parce qu'il y a une règle dans l'archéologie. Dès que le site est enterré, est enseveli, il va rester encore plus longtemps. Dès qu'il est montré pour le grand public, il va être abîmé. Abîmé par les effets du temps, par la capacité de fréquentation des fois qui dépasse. En plus, avec l'ignorance des gens qui montent par exemple sur des pierres qui datent de 2000 ans, 2300. Ça c'est horrible pour un archéologue de voir ça. Oui, enfin même pour les passionnés aussi. Pour les passionnés. C'est pour ça le côté sensibilisation compte beaucoup dans les écoles, au milieu des élèves. Avant de sortir dans un site, il faut vraiment sensibiliser les élèves, les enfants pour la valeur historique des sites. Il y a aussi les réalisateurs qui doivent faire aussi un travail sur ça, valoriser, je ne sais pas, en tournant peut-être des films à côté ou en parlant, des réalisateurs de documentaires aussi, ce serait bien aussi, parce que c'est une manière aussi de sensibiliser sur ces sites-là. C'est quand même, ça nous manque beaucoup, de montrer les différentes étapes historiques de notre pays. Par exemple, on peut parler de l'époque numide, on peut parler de l'époque des morts de la Mauritanie césarienne, on parle des Arabes, des Banu Hillel, quand même, où l'influence est très très importante par rapport aux coutumes, par rapport aux traditions, par rapport à la générosité des populations, par rapport à la population et la transmission orale, soit de l'amazirité ou de la langue arabe. Si on cite par exemple Hizia, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce site qu'on ne connaissait pas. Personnellement, je ne le connaissais pas et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui nous regardent qui ne connaissaient pas que ce site se trouve juste, rappelez-nous où, à l'entrée de Batna, dans la commune de Zan al-Bayda. Il est bien conservé? Très très bien conservé. À un moment donné, c'était comme ça dans l'abandon, mais à un moment donné, et plus tard, il a été clôturé par l'Office de gestion du patrimoine national. Donc on peut aller le visiter quand même? Très à l'aise. Voilà, et même l'entrée est très symbolique. Il a dit une bonne chose, c'est le fait, justement, pour ces sites-là, ou même pour les musées et tout, le fait d'organiser des sorties pour les écoles, pour les élèves qui sont dans les écoles et tout ça, c'est très important parce que au-delà, chez nous, les enfants, en général, l'une des matières qu'ils détestent le plus, ça a toujours été comme ça, c'est histoire, géographie. Alors que si on associe ces cours théoriques à des visites sur le terrain, des sorties, ça deviendrait passionnant. Ça deviendrait passionnant. Et ça, c'est... La vision de l'histoire va changer carrément. Moi, j'ai eu des expériences par rapport à quelques écoles. J'ai fait des sorties pour des enfants.
et la vision du site change carrément après la visite. L'avoir visité. Et donc il y a après de l'intérêt et l'imaginaire. De l'intérêt, en plus il y a de l'implication et la fierté de l'appartenance. Eh ben, j'espère qu'on verra de plus en plus de sorties d'écoles sur des sites pareils. Ce qui est intéressant, Lilia, un jour on fera un petit reportage sur les écoles qui organisent des sorties sur site. Super. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la Casbah et dans d'autres sites touristiques, on trouve beaucoup d'écoles aujourd'hui qui organisent des sorties pour les élèves. Très bien. Eh ben, on compte sur vous pour ce sujet. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, merci d'être venu, Shafa Ouzani, je rappelle, merci beaucoup. C'était un plaisir. Allez, je rappelle une dernière fois votre exposition, donc c'est jusqu'au, c'est bon, je l'ai appris. Alors, Bâtisseur de rêves jusqu'au 29 février à la galerie Aïda, et vous pourrez peut-être de temps en temps rencontrer l'artiste qui lui va faire les déplacements entre Alger et Béjaïa, et on revoit l'affiche une dernière fois, très très belle affiche. Merci. Merci beaucoup. En attendant la prochaine exposition, vous serez le bienvenu pour nous en parler. Merci encore une fois. Avec plaisir. Toujours aussi modeste et sympa, et franchement j'aime beaucoup cet artiste. Merci beaucoup, merci d'être venu. Et Hicham, à demain. À demain, Inch'Allah. Demain, tu as une idée de Oui, on va essayer de célébrer ensemble la journée internationale du guide. D'accord. Ah oui, là il y a aussi de quoi parler, et surtout ce métier est très important en matière de tourisme. Oui, qui ne cesse d'évoluer dans notre pays. Tu as un guide déjà en tête? Oui. D'accord. Un guide très spécial. Alors on le découvrira demain sur ce plateau. Toi-même tu es guide, donc c'est pas toi demain le guide, non? Enfin, c'est quelqu'un de très passionnant. Je laisserai la surprise. D'accord. Donc c'est pas toi. Non. Merci. Merci Hicham. À demain. Alors je le disais tout à l'heure, la deuxième partie sera consacrée. Vous restez avec nous, Mazel Chouya. La deuxième partie donc sera consacrée au cinéma qui se porte très très bien chez nous. On parlera de 2 films. Mais avant cela, on va encore marquer cette journée nationale du Shahid. Je vous le disais, on la célèbre aujourd'hui, commémorer donc cette date pour rendre hommage à tous ces hommes, ces femmes aussi martyrs qui ont consacré leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est leur journée. À travers, bien sûr, cette date, on va s'en rappeler, on va les citer, on va en parler. Et je vous propose justement cette chanson que j'ai trouvée juste magnifique. Alors là, ça va être la Palestine avec l'Algérie, comme quoi ces 2 pays ont toujours été unis. C'est une petite pépite, encore une fois, de cette chorale polyphonique de l'Arwat qu'on avait eu la chance de recevoir ici, puisqu'ils avaient sorti pas mal de chansons pour soutenir la cause palestinienne. Mais là, en fait, ils ont fait un montage avec le film de la bataille d'Alger et avec sur une reprise du texte donc, de la chanson de Marcel Khalifa. Ya Watani, vous vous souvenez de cette chanson? Voilà, Inni ikhtartuka ya Watani, c'est juste magnifique et ça dégage beaucoup d'émotions. Regardez. صباحاتي مساء دائم الخضرة يا قلبي وإن بان بعيني الأسى دائم الثورة يا قلبي وإن صار. Voilà, juste un clip magnifique, une chanson aussi. On rappelle que c'est la chorale polyphonique donc, de la wilaya de l'Arwat qu'on avait reçue avec plaisir, qui a fait un travail formidable sur la cause palestinienne, sur bien sûr l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie. Et on tenait à vous passer cette chanson qui donne vraiment la chair de poule, avec un texte donc, de Marcel Khalifa, Inni ikhtartuka ya Watani. Et c'est le moment donc de parler de cinéma. Je vous l'avais dit au début, la deuxième partie sera consacrée au cinéma, puisque le cinéma se porte bien en ce moment. Et tant mieux. Il y a un film qui est très attendu sur vos écrans, pas de télé je dirais, mais plutôt de cinéma. On l'attend avec impatience. Il s'agit bien sûr du film Belwuzdad par le réalisateur Rachid Benhadj qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour. Marhaba bik, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est réciproque, c'est un plaisir que vous avez invité, c'est magnifique. Marhaba bik. Puis on a des gâteaux. Que vous pouvez manger, hein. Eh oui. Servez-vous, faites comme chez vous et oubliez les caméras. Voilà, aujourd'hui on va oublier les magnifique. caméras. Alors on avait reçu 2 de vos comédiens la dernière fois, c'était un plaisir aussi de les recevoir. Aujourd'hui on a le réalisateur et comme ça on sera complet sur le film. Et juste à côté de vous, alors lui c'est un petit peu particulier parce que c'est un comédien que personnellement j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup suivi l'année dernière, bien sûr, dans Ain al-Jannah de Karim Moussaoui qu'on avait reçu. Lui, il ne pouvait pas venir, il avait un programme chargé, j'étais déçue. Et il s'est rattrapé, il est venu cette fois-ci. Slimane, bien sûr, Ben Nouari qui est avec nous. Marhaba bik, merci d'être là. Yatek saha d'avoir fait le déplacement depuis Stef. Merci à vous. Merci, franchement, merci. Parce que lui, en fait, il est venu nous parler d'une actualité. Je vous l'avais dit, si vous avez lu ça sur les réseaux sociaux, sur la page aussi du ministère de la Culture. Il y a eu une bonne nouvelle pour le cinéma puisque le film Zahrat Sahara, Desert Rose, bien sûr du réalisateur Oussama Ben Slimane, Ben Hassin, a obtenu donc un prix, le prix du jury dans la catégorie court-métrage. Ça s'est passé donc au 13e festival du cinéma africain de Luxor en Égypte. C'était du 9 au 15 février dernier. Et donc ça c'est une bonne nouvelle. On en a beaucoup parlé et vous êtes venu représenter un petit peu toute l'équipe puisque vous avez joué dans ce film-là. On va en parler dans quelques instants. Je commence avec vous, monsieur Rachid Ben Hadj. Alors, c'est pour quand le film? On l'attend tous, hein, Belwezdet. Il faut être patient. Là, je viens directement du doublage. C'est pour ça que j'ai ramené avec moi mon acteur. On est en train de... Oui, comédien. Comme on a tourné, c'est les années 45, mais tourner un film d'époque maintenant, c'est pas évident. Il y a les klaxons, le bruitage. Donc, on est en train de refaire la bande son pour être dans l'actualité des années 50. D'accord. Voilà. Alors, ce film-là, on va dire que c'est un film historique, n'est-ce pas? Eh ben oui, par excellence. Qui a choisi en fait Belwezdet? Et vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Est-ce que c'était, ça vous a été proposé? Est-ce que c'est votre idée? Est-ce que c'était, comment ça s'est passé? Non, le directeur de la télé m'avait appelé et directeur général. Voilà, il voulait faire un film sur ce personnage. Et pratiquement au début, j'étais pris par autre chose. Et puis par curiosité, j'ai commencé à me documenter sur le personnage. Et je me suis dit, c'est très important, parce que quand on parle Belwezdet, on s'imagine, après j'ai fait des enquêtes, Belwezdet et il y a le CR Belcourt, le truc, le CR Belwezdet. D'où ma question. Vous avez bien fait de le dire, vous avez dit, je me suis documentée. Oui, parce que si on prend par exemple les martyrs connus de la révolution, de la guerre de libération nationale, si on parle d'Arbi Ben Mehdi, n'est-ce pas? On les connaît. Mais Belwezdet reste quand même un nom qui a marqué pourtant l'histoire de l'Algérie, mais qui n'est pas finalement assez connu. Non, pas du tout. Même si on se déplace à Belwezdet, et j'ai fait des enquêtes à Agda, je demande même à des personnes très proches, ils ne le connaissent pas réellement. C'est pour ça que... Alors, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, non, il mérite... qu'on fasse quelque chose sur lui. En plus, Belwezdet était le responsable de l'os. Oui, exactement. Et Outatou, c'est-à-dire dans la composition de l'os, qui était sous sa coupole, on avait Ben Bella, Boudiaf, Ben Mehdi, tous les noms qu'on connaît justement. Et comment se fait-il que Hadal, il est chapeauté? Il était inconnu au bataillon. Et il était jeune en plus, lui aussi. Il était jeune, comme les autres. Ils étaient tous jeunes, c'est ça, tout à l'heure on parlait de la jeunesse de l'époque. C'est pour ça aussi, par rapport au casting, j'ai choisi des beaux jeunes, franchement, etc. justement, entre parenthèses, pour vous interrompre et revenir sur le casting, le rôle principal, on en a parlé la dernière fois avec lui, mais c'est incroyable comme il lui ressemble. Hein. Alors, ça c'est fantastique parce que je commençais à envoyer la photo de Belwezdet qu'on voit sur les murs, même sur le boulevard, etc. Je l'ai envoyé à un ami qui habite la Hollande. J'ai dit, voilà, je vais commencer à faire un film sur ce personnage, etc. Quelque temps plus tard, il m'envoie une photo de l'acteur. Et moi, je me suis dit, certainement, il a fait du Photoshop. J'ai dit, mais
Il m'a dit non, c'est un jeune qui est comme ça. Je dis mais c'est incroyable la ressemblance. Oui. J'ai montré à une de ses nièces la photo de l'acteur. Elle s'est mise à pleurer. Tellement la ressemblance est frappante. Elle est frappante, voilà. Donc sur Belouizdad, je voulais avoir cette ressemblance qui était importante. Les autres, c'était moins important. Parce que je me suis dit, ce qui est important, c'est choisir aussi de bons acteurs qui puissent jouer Bella et compagnie. Oui, voilà. Donc un casting finalement très riche, n'est-ce pas? Enfin, nous, on a eu un échantillon des deux comédiens. Ils sont juste topissimes parce qu'on les voit. Enfin, je crois que le premier, enfin celui qui, rappelez-moi juste son prénom, il est juste là. Nasreddin. Voilà, Ghana. C'est son premier rôle principal. Mais il n'a jamais fait de trucs, donc. L'Hadi, plus ou moins, il joue dans des comédies, etc. Voilà. Mais lui, c'est son premier rôle. Et quand on voit juste la bande-annonce, je sais pas, on a l'impression que c'est du niveau. Bon, on est arrivé à travailler aussi. Oui, j'imagine qu'ils ont été aussi bien dirigés, bien encadrés. Et puis on a fait plein de répétitions, etc. Et là, pour le casting, je remercie la directrice de production qui, moi, je ne connais pas les acteurs, ou du moins la nouvelle génération, j'ignore. Oui. Et donc, elle m'a fait un casting, Nassima Moussaoui, un casting extraordinaire. Et j'ai l'ancienne génération, mais la nouvelle. J'ai les deux. Morad Khan, comment on appelle, il y a plein de trucs. Donc, c'est un film choral. D'accord. Oui, il y a Belouizdad, mais il est entouré de personnages magnifiques qui jouent les personnages qu'on connaît, etc. D'accord. Et même des gens qu'on ne connaît pas. Oui. Et on découvre dans le film quelle importance ils ont eu par rapport à l'histoire, etc. Oui. Mais vous êtes resté dans l'histoire, ou est-ce qu'il y a de la fiction autour de tout cela? Quand on fait un film historique, on est un peu, comment dirais-je, comme si on est sur des rails. On ne peut pas toujours sortir beaucoup. Bien sûr, un film, c'est de la fiction. Donc, avant tout, on raconte une histoire. Et pour raconter une histoire, on doit broder tout autour, etc. J'imagine. Et donc, il y a, bien sûr, la base, c'est les faits historiques, etc. Mais à l'intérieur, je donne un exemple. J'ai commencé à chercher où il habitait, Belouizdad. Je vais dans son quartier, sa maison n'existe plus. Alors on me dit, oui, ils étaient 10, ils habitaient dans une chambre. Waouh! Alors je me dis, c'est important. Alors j'ai reconstruit ça en décor, une chambre, comment il y a le drôle, la promiscuité, ils sont là, etc. Donc il y avait plein d'éléments historiques où j'avais aucune trace. Donc je pouvais faire de la fiction. Parce qu'on ne peut pas me dire non, là tu triches. Non, il n'y a aucune trace. Ça existait, etc. Très bien. Alors on va voir la bande-annonce, bien sûr, de ce film ô combien attendu, Belouizdad, signé bien sûr par notre invité, le réalisateur Rachid Benhadj. Regardez. Belouizdad. Mohamed Belouizdad. Waouh!
la chair de poule. Oh là là. Allez, on se remet de ses émotions et on attend ça au cinéma. Justement, Slimane Bennouari, vous auriez aimé jouer dans ce film-là, par exemple, parce que vous aimez beaucoup l'histoire, ça vous parle, les films. C'est vrai que les films historiques sont intéressants. Et les personnages, ils sont aussi. Oui. Et ça fait partie de nous. C'est vrai. C'est toujours intéressant. Voilà, donc كان ماذا بك لو كان لعبت في هذا ولا كان عندك déjà انت عندك un programme très chargé لازم يشدوك parce que vous êtes aussi un comédien. هذا spécialement je sais pas parce que سمعت بالفيلم كي خرج avant mais pas spécialement هذا. En général. Mais en général, dans l'histoire, il y a des personnalités que chaque comédien il rêve d'interpréter l'un de ces personnages. Voilà. Exactement. Alors, on va basculer bien sûr de Belwizdet, comme ça on aura le temps pour tout le monde, à le film Desert Rose. Vous avez joué dans ce film. C'est un 26 minutes qui revient un petit peu sur les explosions nucléaires menées par la France coloniale dans le sud algérien. Ça aussi, c'est très très fort comme histoire. C'est vrai que c'est court, c'est 26 minutes, mais j'imagine que ça a été choisi par le réalisateur. Et vous avez interprété un rôle très important dans... Enfin, ils étaient tous importants, les rôles, mais vous, c'était le prisonnier. Ouais. Hein, Alors, comment vous avez vécu l'expérience de ce film? Desert Rose, premièrement, c'était un défi. Parler des essais nucléaires en Algérie, c'est un grand sujet et il n'était pas traité. On a vu des documentaires, mais pas de films, de fiction. Voilà. Et c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup. D'ailleurs... il n'y a pas trop de dialogue. Non, il n'y a pas trop de dialogue. Ce que j'aime chez Oussama Belhassin, il a bien traité ce sujet dans un court métrage, malgré le film Réchouia, لكن الرسالة والمضمون إنه الحدث كبير. Les essais nucléaires c'est un sujet lourd. C'est une tragédie. قد ما نحكوا عليها مش بزاف. حتى إنه في المهرجان الأقصر بعد ما ادى الجائزة جاب لي أسامة قال لي حاجة بقت في راسي. Le public بقى يسقسي est-ce que c'est un fait réel ou non. Ça s'est vraiment passé. يعني c'est ce qu'on disait hein, finalement, Tani, pour raconter l'histoire, le cinéma, il a un rôle mais juste incroyable. Je crois que le cinéma, c'est vraiment un moyen par excellence de raconter l'histoire, de raconter des choses que les gens ne savent pas, que le monde ne sait pas, comme ça se passe en ce moment, ce qui se passe par exemple en Palestine. Mais l'Algérie a vécu cette guerre, a vécu cette injustice. Donc le cinéma, voilà. Mais hadrouch allez bzaf les films. Le sujet, même ici en Algérie, il y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'il y avait des essais nucléaires ici en Algérie, que la France a terminé son programme nucléaire ici en Algérie, voilà, malheureusement, et qu'il y avait toute une vie, contrairement à ce que disaient les Français, que c'était juste dans le désert. Il y avait des villages, il y avait des villes entières. D'ailleurs, les gens continuent à souffrir de ça jusqu'à maintenant, les séquelles. مازال les victimes اليوم. وسي ان سوجي اللي مازال ما نعرفوش عليه بزاف حتى هنا في الجزائر. اللي عجبني انه بفيلم قصير أسامة بالحسين وكاع المجموعه توت ليكيب ممكن فتحنا نافذه على هذا الموضوع باش ما يتنساش. وان شاء الله ما تكونش اخر محطه اللي نهضروا عليها على هذا الموضوع. لازم نوصلوا، من واجبنا ان نوصلوا هذه التراجيدي اللي عشناها كشعب. باش تبقى في الذاكره. On salue bien sûr toute l'équipe, mais il y a eu des comédiens comme vous, Slimane Bennouari, il y a eu aussi Tenno, qui est très connu. J'adore cette fille qui a joué aussi dans La Dernière Reine. Elle a un parcours extraordinaire. Mohamed Boucharki, c'est ça. Alors Idir Ben Aïbouch, que je connais bien sûr, Idir excellent. Ahmed Sanjal et bien sûr, comment ne pas le citer, Halim.
Zeribi, Allah yarhamou, que j'ai reçu dans cette émission l'année dernière. Il est venu وما كانش حد كان يقول لي انا ما نحبش نجوز بزاف في لا تيلي وجاز وقعد معنا وهضرنا. Très gentil, tellement, avec tellement de talent. Ce comédien est juste exceptionnel. Vous avez partagé avec lui, bien sûr, le rôle, plusieurs rôles, notamment dans Ain al-Jannah, n'est-ce pas? Et vous avez joué avec lui dans ce film. Malheureusement, il nous a Halim quittés. Zeribi, je connais depuis pas mal de temps. On a travaillé ensemble dans des pièces de théâtre. Et il m'a accompagné les débuts, Halim. Ouais. C'est une perte. Oui, Voilà. oui. Oui, je sais que vous êtes ému parce que vous le connaissez, vous avez formé un très très beau duo l'année dernière, Ramadan. Vous avez certainement travaillé ensemble plusieurs fois et c'est bien. On a et tout à l'heure, bien, bon, je ne précipite pas les choses. Comme on a bien sûr le réalisateur avec nous, je rappelle Rachid Ben Hadj qui est avec nous pour bien sûr son film Belwizdad. Eh bien, nous avons un invité aussi qu'on va retrouver tout de suite d'ailleurs. Est-ce qu'il est là? Oui. Alors, bien sûr, le réalisateur est avec nous. Il s'agit de Oussama Ben Hassin. Et bien sûr, vous l'aurez compris, l'invité surprise, c'est le réalisateur Oussama Ben Hassin qui n'a pas pu faire le déplacement ici à Alger. Il vient tout juste de rentrer d'Égypte, hein, puisqu'il a récupéré son prix. Il est à Constantine, il est avec nous en direct. Bonjour Oussama. Bonjour, bonjour. Ça va? Salut. Très très bien. Alhamdoulilah. Merci beaucoup. D'abord, félicitations. Hein. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Comme ça. Voilà, on peut juste rajouter un petit peu le son, s'il vous plaît, au niveau de la régie. Alors, bien sûr, vous avez un représentant qui est ici, Slimane Bennouari, qui est sur le plateau, qui, bien sûr, a parlé de vous. C'est bon, il vous a fait des éloges. Mais moi, j'aimerais revenir un petit peu sur déjà comment vous avez vécu ce prix, cette remise de prix. Vous êtes content, j'imagine. Bah oui, c'est cette consécration, le prix, c'est un petit signe du ciel, un espoir, un message divin qui nous demande de continuer de faire ce qu'on aime et de s'exprimer, de raconter des histoires avec cet outil magique qu'on nomme le cinéma. Voilà, parce que c'est ce que disait à l'instant Slimane Bennouari, il disait que c'est un sujet quand même très très lourd. Vous vous êtes attaqué à un sujet qui malheureusement a existé, ces essais bien sûr nucléaires, ces explosions nucléaires menées donc par la France coloniale à l'époque, qui ont fait des dégâts jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les personnes continuent à en souffrir, plusieurs personnes. Et vous avez résumé tout cela en 26 minutes. Pourquoi ne pas avoir fait plus? C'était un choix de votre part? Non, déjà, ce court-métrage est inscrit dans l'initiative du ministère de la Culture et des Arts. C'est faire des courts-métrages pour le 60e anniversaire de l'indépendance. Oui. Exactement. Donc, le thème a été abordé et écrit d'une façon qu'on peut le montrer dans un court-métrage de 28 minutes. D'accord. Donc voilà, et l'idée c'est pas aborder directement à l'explosion ou bien au français, mais c'est juste de montrer qu'il y a une vie. À Argan, il y avait des enfants, des écoles, des animaux, il y a des familles, etc. En réponse aux délégués français qui disaient à l'ONU à l'époque que ces essais nucléaires étaient dans une zone déserte et aride. Donc c'est faux. C'était ça, c'était subtil, très subtil. Voilà, vous l'avez fait d'une manière très subtile, mais vous êtes fort, parce qu'il faut savoir que c'est vous qui avez écrit le scénario. En fait, vous êtes scénariste à la base et vous vous êtes retrouvé aussi à la réalisation, donc vous l'avez écrit et réalisé. Exactement, oui. Très bien, vous restez avec nous, on va voir quand même la bande-annonce. On a vu tout à l'heure la bande-annonce, bien sûr, de Belwizdad. Et tout de suite, on va regarder la bande-annonce de Desert Rose, je le rappelle, du réalisateur, qui est avec nous d'ailleurs en direct par téléphone, Oussama Ben Hassin. Regardez.
Bon, on va revenir. Il y a eu un petit souci, mais c'est pas grave. On va régler tout ça dans quelques instants. On va revoir la bande-annonce. On compte bien sûr sur notre script pour régler ce petit souci. C'est pas grave, ça arrive. Ben voilà, les aléas du direct. Mais je reviens avec vous, Oussama Ben Hassine. Le casting, c'est vous qui avez choisi ces excellents comédiens, parce qu'il faut dire que vous avez eu de la chance aussi, hein, être entouré de comédiens qui ont autant de talent. Oui, c'est de la chance d'avoir déjà travaillé avec Slimane et Halim Zeribi, Allah yarhamou, qu'on leur rend hommage avec ce prix. Oui. Et dire aussi, et Tenno, les deux enfants, qu'ils étaient excellents aussi. Oui. Donc, j'avoue que j'ai de la chance. Oui, mais eux aussi. D'être entouré avec des gens comme ça dans mon premier projet. Premier, hein. C'est votre première réalisation. Exactement, oui. Oui, parce que je le disais, vous êtes beaucoup plus connu en tant que scénariste que réalisateur. Et aujourd'hui, vous allez continuer à travailler comme ça, écrire et en même temps réaliser? Je ne sais pas, mais écrire, ça c'est sûr. Oui. Réaliser, ça dépend du projet. Oui. Des projets qui tiennent au cœur, on le réalise avec beaucoup de plaisir. Voilà, parce que vous en avez reçu, vous en avez écrit beaucoup, hein, des scénarios. Hein. Je ne pourrais pas tous les citer, mais il y a eu aussi. Alors, vous pouvez nous rappeler, parce qu'il y a eu aussi des comédies. Vous êtes fort. On fait souvent appel à vous pour le scénario. Oui, j'ai presque 16 ans, 15 ans que j'exerce ce métier de scénariste et dialoguiste. J'ai commencé avec des sitcoms, des petites émissions de Jemaï Family, et après, au final, c'est le projet du cœur, c'est Ayn al-Jannah avec la productrice Marie Mouchia, Slimane, Hadim Zeribi et tout le reste. Voilà. En tout cas, bravo, franchement, bravo. On tenait à vous féliciter. Moi, j'aurais aimé vous recevoir ici, mais dès que vous êtes libre, vous êtes le bienvenu. Hein. On préparera l'émission et vous viendrez de Constantine, bien sûr, pour nous parler avec détail de ce film. Et on tenait à marquer le coup en vous ayant par téléphone, parce que c'est vous, hein. Quand vous êtes monté, on vous a remis le prix. J'imagine que vous étiez content. Oui, bien sûr, oui. C'est pour toute l'équipe, surtout qu'on a travaillé dans des conditions extrêmes à Timimon au mois de juin. Oui. Et toute l'équipe. Vous avez fait exprès de choisir la période parce que vous avez choisi la même période durant laquelle ces explosions ont eu lieu. C'est ça? C'est le contraire. La bombe était au mois de février, pendant l'hiver. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi l'été? Parce qu'on avait dans le casting 2 enfants. D'accord. Et comme vous savez, c'est les études et les examens. D'accord, très bien. Et donc on a attendu le mois de juin pour. Et c'était très délicat, et je tiens à remercier toute l'équipe qui ont cru en ce projet et ont travaillé des heures et des heures sous le soleil à 55 degrés. Soleil de plomb, oui. Pour que ce projet voit le jour. Et notamment Slimane qui est avec vous maintenant. Très bien. Alors voilà, il vous regarde et il vous sourit. Non, rien. C'est bon. عندك ما تقولوا سليمان apparemment يحشم ماشي كيما سليمان اللي نشوفوه في لا تيلي. على بالك واش راح يقول لك. Très bien, خلاص تقعد بيناتكم. Merci en tout cas Oussama Ben Hassine d'avoir été avec nous. Je vous remercie infiniment. Encore une fois, félicitations pour votre prix, le prix de tout le monde du film Desert Rose. En attendant bien sûr un autre film que vous allez réaliser. Merci. Et en attendant que vous veniez ici à Alger. مرحبا بك. C'était un grand plaisir. يعطيك الصحة, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc ça fait plaisir. هضرنا معاه et tout, hein, 2 réalisateurs avec nous. Vous irez voir, vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Parce que le film il a été projeté par contre. Oui. Votre film il a été projeté. Vous l'avez pas vu? Non. Donc il faut, voilà, chacun doit voir le film de l'autre parce que c'est ça quand on est, n'est-ce pas? Alors vous restez avec nous, on va retrouver juste bien sûr l'appel à la prière d'Al-Asr à Alger et ses environs, et on continuera juste après pour parler aussi de votre prix, hein, Monsieur Ben Hadj, parce que vous avez aussi eu un prix, et ce sera juste après l'appel à la prière d'Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. On est toujours en direct avec vous sur Canal Algérie pour parler cinéma. On a discuté il y a quelques instants avec le réalisateur et scénariste, bien sûr, Oussama Ben Hassine. On l'a félicité pour le prix obtenu donc, au festival qui s'est déroulé donc, à Luxor, en Égypte. Slimane Benouari, en ce moment, vous êtes aussi sur un feuilleton. Ouais. C'est ça qu'on va suivre Ramadan, qui va passer sur... feuilleton qui s'appelle... télévision algérienne. Oui. انتقام الزمن. ايه عم قالوا بلي يباسخا ان شاء الله في رمضان. قالوا سي دو لوغ وما على بالناش. J'espère que ça sera. Non mais est-ce que ça s'est bien passé le tournage? Oui, ça va. On est toujours en tournage. Vous avez aimé votre rôle, par exemple? Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous l'avez accepté. C'est un rôle un peu différent à les rôles اللي درتهم من قبل. وان شاء الله يكون في المستوى ان شاء الله. وشنو بصح سي كوا لا ديفيرونس باسكو شفناك في دي رول كوميم ديفيرون كي تقول لي رول كل خطره عندك ان رول ديفيرون. هاد المره اللي d'habitude يكون ناس ملاح يكون mais cette fois-ci c'est un peu différent. D'accord. Voilà. Il va jouer le méchant. C'est un rôle que vous aimez, jouer le méchant? Oui, bien sûr. C'est le comédien quand il sort de sa zone de confort. C'est un défi à relever. Voilà, Inch'Allah, نكون موفق ولو القليل. Et je suis sûre, parce que vous êtes un excellent comédien, vous avez aussi, alors je disais tout à l'heure, c'est une question que j'aurais dû poser au réalisateur, mais allez, je la prochaine fois, parce que c'est vrai que هو اللي كتب السيناريو تاع عين الجنة
qui a très très bien marché. J'avais dit à Karim Moussaoui à l'époque, l'année dernière, 15 épisodes, c'est pas beaucoup. On aurait aimé que ça dure tout le mois de Ramadan. Après, il m'a dit, tout ce qui est court, des fois, est bien aussi. Parce qu'on bat le hala. Mais معاكم ما سمعتش دونك وعلاش ما كاش لا سويت باسكو شفنا الديرنيير ايبيزود كي تجوا رايحين ما على بالناش تلقاو الماء ما تلقاوش on aurait pu écrire la suite du scénario. C'est vrai que la fin كانت مفتوحه. Il y avait l'idée باش يكون saison واحده اخرى mais je pense que Oussama ما كتبش الهبدوا بالك d'autres projets. بالك il y avait le projet des Rose, d'autres projets bien sûr. Mais pourquoi pas, peut-être il y aura saison 2 تاع عين الجنة, pourquoi pas. Bon, c'est vrai qu'il y aura un acteur qui va manquer. Voilà, mais je suis sûre que Oussama va lui trouver quelque chose, certainement. Il va peut-être que c'est aussi pour ça qu'il n'arrive pas aussi à écrire le deuxième, la suite. En tout cas, on verra. C'est une affaire à suivre. Rachid Belhadj, alors, c'est vrai que vous, des films, vous en avez réalisé pas mal, hein, n'est-ce pas? J'ai été surprise. Moi, je ne savais pas que vous étiez artiste peintre aussi, architecte, parce que tout à l'heure, on parlait avec un architecte. Bon, artiste peintre, oui. Vous avez le look. Je le comprends. Oui, j'ai eu des doutes parce que quand je vous vois à chaque fois avec ce style, je me dis là, il est artiste peintre, ça il fait l'italien un petit peu, n'est-ce pas? Mais architecte, je ne savais pas. Oui, c'est-à-dire quand je suis parti à 18 ans d'Alger, quand j'ai fini les études, alors aller étudier à l'étranger, les parents. Je ne pouvais pas leur dire je vais faire de la réalisation à une école de cinéma où tu vas faire le clown, etc. Alors je m'étais inscrit à une école d'architecture, ça fait bien. Ou les drabons. Ils auraient préféré peut-être un médecin ou là. En général, les parents, c'est comme ça. Ça passe. Mais ça a évolué, ça a changé maintenant. Oui, je parle de ma génération. Et je suis allé, j'ai fait une école d'architecture. Oui. Une école très connue à Paris, etc. Oui. Mais concernant la peinture, j'ai toujours peint. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, je grattais déjà, je peignais. Oui. Et j'arrive à Paris, à l'école d'architecture, etc. Je participe avec des amis qui, eux, étaient là pour faire de la peinture. D'accord. Des artistes peintres très connus, qui m'a Reishi et compagnie. Oui, ça reste un grand nom. Voilà, c'est de ma génération. Et je fais, un jour, il y a une exposition. On dit, pourquoi tu ne viens pas participer? Non, mais moi, je ne suis pas là. Je peins toujours, mais je ne suis pas là pour la peinture. Oui. Mais allez, j'ai envoyé des toiles pour participer. C'était plus pour se retrouver. Et quand ils donnent un prix, ils font un buffet. Le jour de la premiation, tu as le prix. Qu'est-ce qui se passe? J'avais gagné le grand prix des artistes étrangers à 20 ans. Wow. Et le prix, c'était, il me donnait la possibilité de vivre à la Cité des Arts. C'est c'est un atelier en face de Notre-Dame de Paris, etc. Mais entre-temps, moi, j'étais déjà dans le cinéma. Ah, d'accord. Mais est-ce que ça vous a aidé, votre passion pour la peinture vous a-t-il aidé dans le cinéma? Moi, je pense qu'un réalisateur qui ne dessine pas ou qui n'a pas des notions d'architecture, parce que c'est quoi l'image? C'est des tableaux. Donc, on apprend le cadrage. Quand on peint, on apprend la structure, etc. C'est très important. Donc, c'est complémentaire, ça va. L'un va avec l'autre. Exactement. Le cinéma rassemble tous ces arts. D'accord. Et on parlait tout à l'heure de prix, avec bien sûr Oussama Ben Hassim, mais vous aussi, vous avez eu des prix, notamment celui d'Italie. Alors, ça s'est passé quand? Comment Alors, c'était il y a un mois de ça. C'est récent. Oui, c'est très récent. C'est un prix international, c'est-à-dire, ça s'est déroulé en Italie, mais c'est un prix où on reconnaît le meilleur réalisateur du bassin du Méditerranéen. Les Grecs, les Italiens, les Espagnols. C'est important, ça. Ils ont choisi un Algérien, par hasard. Par hasard. Non, mais c'est par hasard. S'ils vous ont choisi, c'est que vous le méritiez. Je l'espère. Est-ce que c'est par rapport à un film ou c'est par rapport à un parcours? Un parcours, c'est la reconnaissance des films que j'ai faits. Et ils ont considéré que tous les films était un pont entre... C'est vrai.
ces civilisations de la mer. Parce qu'il y en a pas mal des films, hein. Je les avais inscrits. Alors, La Rose des Sables, L'Ultima Cena, Touchillal, Mirka, c'est ça? Mirka, oui. Le pain nu, et il y en a eu énormément. Oui, beaucoup, Matares, beaucoup. Parfum d'Alger, L'Étoile d'Alger. Voilà. Matares, que j'ai tourné il y a 3 ans de ça, ils m'ont donné comme ambassadeur d'humanité, c'est des prix importants. Mirka, j'ai eu la médaille du 50e anniversaire des droits de l'homme de l'UNESCO à Paris. Wow. Donc, vous restez quand même très humble et modeste, et c'est bien ça. Parce qu'on aime notre métier. Non, vous souriez. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu, parce qu'un prix parfois nous permet de continuer à faire notre travail. C'est ça on est reconnu par la communauté. Très bien. On va regarder un petit extrait du prix qu'on vous a remis. Ça, c'était récent, hein, donc il y a à peine 1 mois. Oui. Et nous, on vous le montre bien sûr sur Canal Algérie. Regardez. Oui. المخرج الجزائري رشيد بالحاج افتكر جائزة الأورو المتوسطية للاستدامة والتميز عن مجمل أفلامه التي تعد جسرا ثقافيا بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وذلك يوم الخميس 7 ديسمبر في بلدية روما عاصمة إيطاليا. رشيد بالحاج انتهى للتو من تصوير فيلم محمد بالوزداد من إنتاج التلفزيون الجزائري. Bravo, bravo, merci. Bravo. Merci bien sûr, Rachid Ben Hadj, voilà, finalement, vous représentez l'Algérie. Hein, donc, c'est quand vous avez eu le prix, c'est toute l'Algérie qui a eu un prix, n'est-ce pas? Je pense, oui. Voilà, bravo à vous. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais revenir, je jongle entre les deux hein, pour essayer de faire participer au maximum. Ça va, je m'en sors entre les deux? Ça va? Chacun à sa part. Très bien. Alors, Slimane, Ben Nouari, j'aimerais qu'on revienne bien sûr sur l'année dernière. Comment vous avez vécu Ain el-Jannah? Est-ce que c'est l'un de, on va, parce que moi personnellement j'ai beaucoup aimé, hein. Il y a eu de très très bonnes critiques. Est-ce que c'est l'un des, pas je dirais meilleurs rôles, non, mais est-ce que c'est peut-être le film dans lequel vous avez le plus aimé travailler? واحد منهم, on va pas dire oui, bien sûr. Parce que c'était très particulier. Oui, hein. C'est vrai que c'est une histoire qui ressemble pas aux autres. La manière d'écriture et la simplicité c'est ça. Personnages, des histoires. Du personnage, le bain. Oui. Chaque Algérien se retrouvait dans ce. Et en plus, il y avait une touche cinéma. Ouais. Karim Moussaoui, c'est la première fois où il réalise il est beaucoup plus cinéma. Un feuilleton. Et la simplicité. في الديالوج c'est là où l'Algérien identifie صح et j'ai beaucoup aimé. C'était pas facile, c'était simple mais c'était pas facile. C'est ce que m'a dit Hadjla quand elle est venue, elle a dit c'était pas facile. C'était pas facile, bon peut-être les conditions et tout ça, mais je suis très content du résultat. Voilà, peut-être que ما شفناهش بزاف في المسلسل بصح les retours اللي كانوا ملاح. Très bien. Alors, j'imagine que de toute façon, كما يقولوا ما يدي مونتاج, donc نقدروا نعاودوا نجوزوا. Certainement, la télévision algérienne va le repasser parce que c'était trop rapide. قلت لك على 15 jours كنا نستناو في la suite. Ça, c'est le genre de feuilleton qu'on a envie de voir pendant tout le mois de Ramadan, par contre. Alors, on va bien sûr regarder un extrait. On va replonger sur, bien sûr, ce qui s'est passé l'année dernière. Et j'ai choisi exprès cet extrait peut-être qui nous a vraiment marqué. C'est l'une des plus belles séquences qui ait été tournée pendant je sais pas, sitcom, on parle au sitcom ou la feuilleton. Non, c'est un feuilleton. C'est un feuilleton, voilà. Feuilleton où vous êtes justement avec votre ami Abdelhalim Zeribi, Allah yarhamou. Regardez. راهي في حكم ربي. حبيت نسقسيك برك. البارح شكون اللي جا عندها؟ قلت لك البارح شايفاتو بصح ما نعرفوش. دخل معاها البيرو بالسيف. مع الاول نعت لها التليفون. من بعد كان يحوس تعطي له الكارجه تاع السوسيال. حاوزاتو. سمعتو قاعد يعيط. قال راني حنكبرها ندمك على النهار اللي جيتي فيه. وهذا ما عندوش علاقه مع مول الكارير.
باش كيتش بيناتهم علاقه بصح لا تسقسي. انا الدوسي تاعو قريته، وانا اللي قلت لمدام داري لها مشروع كيما هذا لزمت له بحر تعمى. حنا قطره ما عندناش في عين الجنه، وجهها تبدل. سنيات له على الرخصه قبل ما نهضر معها. انسه انا داري لقيتها مقلبه، دوصة تاع دليلة مفركتين فيهم. سالي الرخصة تاعو داها، واش باقي يحوس عندي؟ لا ما داهاش. Voilà, alors c'est pas cette séquence que je cherchais. Là, je m'adresse bien sûr à un autre script parce que je lui avais donné le minutage exact. Je crois que c'est à 4 minutes et quelques. C'est la séquence. Bon, j'espère que bon, on vous a vu là déjà, c'est déjà bien. Je fais mais je cherchais la séquence où هذيك في البطحة هذيك وين يحكم la crise تاعو. Et là, d'ailleurs, je lui avais posé la question quand il était venu. J'espère qu'on va trouver la séquence parce que j'aimerais vraiment qu'on la voie avant la fin de l'émission. Kotlo, ça c'est l'homme de théâtre qui, c'était l'homme de théâtre qui parlait, qui s'exprimait. Ça c'était, je reconnais le théâtre là. D'ailleurs, c'est l'un des meilleures séquences du مسلسل. On voit Halim, c'était pratiquement un monologue. Oui. On dirait il est sur scène parce qu'il est terrible sur scène. Halim. Oui, oui. Allah yarhamou. D'ailleurs, حتى في السينما pas mal de séquences les تشهروا معروفين ولا des scènes cultes نشوفهم بلا même manière, c'est-à-dire jouer de la même façon. Oui. Il a fait une performance extraordinaire. Oui. Allah yarhamou. Et c'est pour moi c'est une belle performance, voilà, oui. de Halim. C'est là où on voit le personnage de Mamoun explose. Mamoun, voilà. Voilà. Mamoun explose, يفرغ الحاجات اللي كانت الداخل sur le dos. Sur le dos. على المنطقه اللي عايش فيها، على الناس اللي عايش معاهم، اللي كان اللي خدعوه، اللي يحبهم بطريقته، اللي كان يحاول يطلعها من الفوق لانه هو انسان كولتيفي يقرا، سي ان ارتيست بانتر. بصح دائما كان ينشاف بعين ناقصه، لانه في 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 محيط جشع يخمم غير في نفسه. لكن هو كان حاب يشوفهم كبار، حاب يشوفهم مطورين بعاد، حاب يشوفهم. سي لا اون فوا المامون اكسبلوز كاريمون في هذيك اللقطه. اللقطه اللي رانا نستناو فيها ان شاء الله برك تلحق. سي بون لقاها. D'accord, très bien. Ben, c'est pas grave, on vous la passera. C'est pas grave. Alors, est-ce que vous avez eu la chance de le connaître, le comédien dont on parle? Halim Zeribi. Peut-être je dois le. Oui. J'ai dû l'avoir vu, mais. Ça reste un homme de théâtre qui a fait aussi beaucoup de cinéma. Il a joué dans des films, il a joué au théâtre. Lui, sa vie, c'était le théâtre, parce qu'il nous l'a dit. Le théâtre, c'est Roi Koulesh. Et quand on vient du théâtre, justement, c'est plus facile d'être en face de la caméra. Oui, ou c'est non? vrai, techniquement, peut-être que c'est différent. Oui. Mais la base de l'interprétation, c'est le théâtre. D'ailleurs, c'est la seule école qu'on a en Algérie. On a des comédiens de théâtre. La technique, ça vient de l'expérience. Et voilà, donc le théâtre, c'est très important. Vous-même, vous êtes un homme de théâtre. Et pour vous, le théâtre, c'est... Après, je suis sortant de l'INADC. Exactement. C'est l'ESMAS. Et je faisais du théâtre. المسرح الوطني، المسارح الجهويه، معسكر. C'est pour ça qu'il نشوفوك هاوليك حليم زريبي الله يرحمه. Voilà, il est là sur l'écran. Il y a monsieur Rachid Benhadj qui le regarde. Vous le connaissez, bien sûr. Voilà. Voilà, mais Allah يرحمه. Mais c'est pour vous dire que vous personnellement, ماشي يعني نشكر فيك، mais صح c'est كي نشوفوك تلعب sur vous le faites d'une manière tellement spontanée. شغل ماكش تلعب. Mais c'est ça en fait ce qui est demandé, j'imagine, par un réalisateur. Quand il demande à son comédien de jouer, c'est que le téléspectateur ne doit pas sentir qu'il est en train de jouer. C'est spontané. Et lui, il le fait très très bien. Parce que, est-ce que c'est le théâtre qui vous a apporté ça? Bien sûr, cette manière naturelle d'interpréter un rôle? Bien sûr, le théâtre, c'est très important. Et la formation, bien sûr. La formation. C'est vrai que le don, c'est quelque chose d'essentiel, mais la formation, c'est très important d'avoir les techniques et connaître le métier. Oui, voilà.
Ça. Et vous, le métier, vous le connaissez, c'est bon. Oui, bien sûr, c'est l'exercice et la formation, bien sûr. Voilà. Et le théâtre, c'est une grande école. C'est la plus grande école, d'ailleurs, n'est-ce voilà. pas? Vous êtes d'accord, M. Benhadj? La formation, oui, la formation le théâtre est essentielle. C'est justement, moi j'ai la chance d'enseigner dans une école de cinéma à Rome, etc. Donc il y a la partie aussi acting, etc. Et je vois des grands comédiens qui viennent donner leur masterclass. C'est important. Est-ce que vous-même, vous animez des masterclass? Moi, personnellement, non. Voilà. L'expérience que vous avez normalement, puisque vous êtes un homme de théâtre, vous animez un petit peu auprès des jeunes? Oui, j'ai fait masterclass à Sétif. C'était dans le cadre des journées cinématographiques. Oui. C'est tout. Sinon, il faut avoir beaucoup plus d'expérience. Vous êtes très modeste, hein, sincèrement. Vous l'avez vu déjà jouer ou pas? Il faut le voir jouer il faut le voir jouer pour comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, je vous conseille, Monsieur Benhadj, quand vous serez bien sûr à l'aise, quand vous terminerez votre film, Belouizdad, regardez juste ce feuilleton, Aïn al-Jannah de Karim Moussaoui. Donc, c'est 15 épisodes. Et vous allez voir comment il joue. Et je suis sûre que vous ferez appel à lui dans un prochain film. Vous avez un bon agent, non? Je le vois pour la première fois, les chauffer. Très bien. Alors, pour résumer, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, ça passe très vite. On a passé quand même presque 1 heure ensemble, tous les trois. On a parlé un petit peu de tout, ce qu'il fallait dire, en tout cas l'actualité. L'actualité de M. Rachid Benhadj, c'est bien sûr le film Belouizdad qui est très attendu, mois d'avril, Zahma? Un peu plus. Un peu plus, hein, oui. parce que vos comédiens avaient dit normalement avril. Non, là, je suis à la période du doublage, il faut mixer le film. Peut-être qu'avec la période du 5 juillet, ça serait l'idéal, bien. ça serait une date historique, parce que... L'indépendance? Oui, c'est je l'espère qu'ils vont choisir une date... Donnez-vous une date, vous aussi Oui, le 5 juillet. Le 5 juillet, voilà. Ça serait magnifique. Le 5 juillet, oui, c'est important. C'est important parce que c'est le rêve de Belouizdad. C'est justement l'indépendance. Ah oui, donc ça aura double signification si vous choisissez cette date pour la sortie. Voilà, il faut préciser que Belouizdad meurt en 52. Oui. Il n'y avait même pas encore eu le déclenchement de la guerre. Mais c'est lui qui va préparer tout. Oui, c'est lui. Tout à l'heure, en rentrant, j'ai vu que vous avez montré un extrait de la bataille d'Alger. Oui. Et bien, la bataille d'Alger, ils ont repris tout le programme de l'os, de 45, etc. Donc, c'est important que les gens découvrent qu'en fin de compte, c'est les prémices de la lutte de libération. D'accord. Très bien. Donc voilà, on va dire 5 juillet. Vous vous fixez la date du 5 juillet. Mais ce serait bien, même s'il est prêt avant, je pense qu'il vaudrait mieux attendre le 5 juillet. Historique. Ça aura vraiment une double signification. Oui, on me dit que je suis un bon agent. Non, je fais juste la réalisatrice, c'était un bon agent pour les deux. Non, pas du tout. Un contrat. Contrat moral, merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Rachid Benhadj, c'était un plaisir. Franchement, j'espère que... Donc vous allez rester ici pour le moment. Je suis là pour jusqu'à finir votre je suis en train film. de faire le doublage. Il va durer combien de temps? Comment? 1h50. 1h50. Ah, quand même, presque 2 heures. Donc ça va, c'est bien. On l'attend. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon vent, bon courage. J'espère que tout se passera bien et on sera tous là pour, bien sûr, l'avant-première. Exact. Inch'Allah. Avec plaisir. Et vous revenez quand vous voulez. Pas que Belouizdad ou le film. Vous revenez. Il y a tellement de choses à discuter sur votre parcours. Aujourd'hui, on a parlé bien sûr de l'actualité. Slimane, alors, aussi, bon succès, succès pour le feuilleton déjà qu'on va pouvoir suivre, Intiqam Zaman, que vous pourrez suivre sur la télévision algérienne. On va découvrir votre nouveau rôle. Le théâtre aussi, Kaïn, des pièces en ce moment. Le théâtre, ça fait un moment que... Très bien. En tout cas, vous êtes le bienvenu aussi. Merci. Et félicitations encore une fois pour Desert Rose, toute l'équipe. Ou merci Lidjit. Inch'Allah, ماشي المرة الأخرى تعاودتي. Ça s'est bien passé. Voilà, قلت لك يعطيك الصحة. Vraiment, merci parce que je suis fan des deux et je suis très contente de les avoir reçus. Voilà, c'est la fin de l'émission. C'est passé très très vite. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Soraya Hmoudi était à la réalisation. Anis Benkassi était au Scriptana et bien sûr toute l'équipe de la régie numéro 7 et du studio numéro 7. Merci aussi à Hammar, notre directeur de production, pour tout le travail qu'il fait. Et je vous dis à demain avec d'autres invités. Au revoir.